Bien, alors là, nous allons corriger le PPO que vous aviez à faire sur donc le mois d'août 1945, mois décisif pour la fin de la guerre dans le Pacifique, à travers les bombardements, les deux premiers bombardements nucléaires de l'histoire qui ont lieu à Hiroshima et Nagasaki au Japon. Alors pour cela, je vous avais demandé de réaliser le parcours 1, donc page 75, hein, à l'aide des documents page 74 et 75 du manuel. Et donc, la première question de ce parcours 1, il fallait utiliser la chronologie et le document 1 pour répondre à la question par qui, où et comment les bombes atomiques ont-elles été lancées? Donc, il fallait servir de la chronologie et du document 1. Alors, le pays à l'époque qui est le seul détenteur de l'arme atomique et qui s'est lancé dans un programme gigantesque qui a coûté des milliards de dollars, qui s'est après appelé le projet Manhattan, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui voulaient devancer l'Allemagne. L'Allemagne était aussi très avancée dans ce projet de recherche atomique. Et vous imaginez bien que le premier pays qui allait détenir cette arme gigantesque et totalement novatrice allait avoir un sacré avantage sur les autres pays. Donc les États-Unis vont faire le choix de l'utiliser à Hiroshima. Elle va être lâchée par un B-29. Un B-29, c'est un type de bombardier américain assez puissant, qui va lâcher donc le 6 août 1945 à 8h15 la fameuse bombe que les Américains avaient surnommée Little Boy, qui est une bombe un peu artisanale en quelque sorte, qui est une bombinette, hein, elle n'est pas très grosse. Donc elle va être lâchée sur Hiroshima le 6 août. Et puis, comme ça va pas suffire à faire capituler les Japonais, eh bien le 9 août 1945 à 11h02 va être lâchée une deuxième bombe qui ce coup-ci s'appelle Fat Man et qui va permettre donc que le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon. Alors, le document 3, donc le discours du président Truman. Donc ce discours a lieu le 9 août 1945 et le président américain va annoncer le bombardement nucléaire de Nagasaki aux Américains. Et donc je vous demandais de répondre à la question pourquoi, du moins d'après son discours, pourquoi Truman a-t-il décidé de faire usage de cette bombe et donner une autre explication possible, notamment à l'aide de la chronologie. Alors, Truman, dans ce document 3, il justifie son utilisation par la volonté, il le dit, d'abréger la guerre, donc faire capituler le Japon, et d'éviter ainsi de nombreuses pertes américaines, puisque on sait que la résistance japonaise, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, était acharnée. Donc il justifie aussi son emploi comme un élément de vengeance après Pearl Harbor contre un pays qui ne respecte pas les lois de la guerre, hein, et maltraite, voire exécute les prisonniers américains. Ça, c'est vrai que ce sont des faits véridiques. Les Japonais ont massacré parfois des prisonniers américains. Euh, alors, il oublie ici de préciser un élément important qui, par contre, est mentionné dans la chronologie, c'est que le 2 août, l'URSS, non, pardon, le 8 août, l'URSS déclare la guerre au Japon, et le 12 août, l'URSS occupe la Corée du Nord et la Mandchourie, au nord de la Chine, qui étaient des territoires qui appartenaient aux Japonais. Donc, en fait, l'URSS est en train de se rapprocher dangereusement. L'URSS vient de déclarer la guerre au Japon, et il y a un peu une course entre les deux alliés mais qui sont déjà en train, qui ont des positions diamétralement opposées, puisqu'on a d'un côté des communistes, de l'autre côté des capitalistes, donc des ennemis mortels aussi en quelque sorte. Donc les alliés, tant qu'il y avait la guerre, risquent de se transformer en ennemis après la guerre, et vous savez que ce sera le cas avec la guerre froide. Donc les Américains n'ont pas envie que ce soit les Russes qui posent les premiers les pieds au Japon. Donc Truman ne dit pas aux Américains, même si c'est dans sa tête évidemment, que dans cette course de vitesse qu'il se joue entre les Américains et l'URSS, eh bien, le fait d'utiliser l'arme atomique sur les Japonais et de les contraindre à capituler permettra aux Américains d'être les premiers en fait à faire plier les Japonais et donc d'éviter que les Soviétiques mettent ce pays sous leur joug. Donc c'est vraiment un objectif de prendre de vitesse les Soviétiques dans cette course qui semble lancée entre les deux grands, dans ce qui va être la conclusion du monde d'après et de leurs aires d'influence respectives.
La question suivante, à l'aide des documents 2, 4 et 5, on vous demandait de répondre du moins à la consigne, quels sont leurs effets sur la population et les villes. Donc, quels sont les effets de ces deux bombardements, celui d'Hiroshima et de Nagasaki, euh, dont ces bombardements nucléaires dont le champignon peut se voir à des distances prodigieuses, hein. Là, vous voyez le champignon nucléaire à Nagasaki dans le document 2, il atteint une hauteur de 18 km d'altitude, donc une hauteur gigantesque. Ici, vous voyez quand on est à 10 km de Nagasaki, voilà l'effet d'une photographie du nuage radioactif et de l'effet simplement de cette bombe. Et on voit très bien ici l'onde de choc qui est en train de se propager, onde de choc qui pulvérise tout sur son passage. Euh, ces bombardements vont pulvériser les habitations et les deux villes sont méconnaissables. Je vous ai montré cette photo d'Hiroshima où on vous dit que plus de 700 000 maisons sont détruites, dont ce qui représente à peu près 90% des habitations de la ville. Des incendies vont se déclarer partout. Dans le document 5, bon, ici, on vous montre d'autres images des bombardements à Hiroshima, je vous les ai montrés en cours, ou à Nagasaki. On voit l'image notamment en haut de la ville avant le bombardement, après les bombardements. On reconnaît bien le cours d'eau et on voit bien que la ville a été totalement rasée. Une autre image de Nagasaki détruite. Donc on voit vraiment qu'il ne reste plus rien. Et dans ce témoignage de Norito Toei, qui était un Ibakusha, on verra qui sont les Ibakusha, mais ce sont les survivants du bombardement atomique qui ont été souvent lourdement brûlés. Eh bien, il dit dans son témoignage que des incendies donc s'étaient déclarés partout tellement la chaleur était insoutenable, que Hiroshima avait été transformé en véritable enfer. Rien qu'à Hiroshima, donc les chiffres sont donnés plus haut dans les documents, 70 000 personnes décèdent sur le coup, contre un peu moins, hein, 40 000 à Nagasaki. Mais 70 000 personnes décèdent simplement à cause d'une seule bombe, une seule et unique bombe. Elle meurt instantanément. Près de l'épicentre de l'explosion à Hiroshima, on estime que les températures sont proches de 3000 à 4000 degrés. C'est-à-dire que les personnes sont véritablement pulvérisées. Instantanément, vous passez d'un être humain à quelque chose qui a été pulvérisé. Il n'y a plus aucune trace de vous-même. D'autres vont mourir des incendies innombrables qui sont provoqués par la chaleur torride. Enfin, de nombreux habitants vont décéder dans les années suivantes des conséquences d'un mal qui est inconnu à l'époque, que nous on connaît depuis, qui s'appelle les radiations nucléaires. Et vous le savez, du moins peut-être que vous ne le savez pas, mais les radiations nucléaires provoquent des cancers, donc notamment des cancers de la typhoïde, de la thyroïde, pardon, n'importe quoi, donc de très nombreux cancers. Donc au total, on estime que rien que pour la ville d'Hiroshima, entre les morts immédiats par la bombe, les morts brûlés et les morts suite de cancer, cette seule bombe a causé à peu près la mort de 260 000 personnes. 260 000 personnes, c'est en gros la population de la Haute-Vienne, un peu moins. Beaucoup seront également très sévèrement brûlés, vont survivre, hein, mais seront très sévèrement brûlés et blessés ou tomberont malades par suite des conséquences de l'explosion nucléaire à cause je vous l'ai déjà dit, des irradiations et de la chaleur. On le voit hein, dans le témoignage du document 5, hein, leur peau pelée, le sang goûté de leurs blessures, sa peau brûlée s'est arrachée pour coller à mes mains. Donc ça vous montre à quel point les effets de cette bombe étaient dévastateurs sur les populations. Donc c'est donc à une véritable vision d'horreur à laquelle assistent les rares survivants et les témoins qui vinrent dans la ville dans les jours qui suivirent. C'est le cas par exemple de ce docteur Nagai qui meurt quelques jours après des suites de son exposition à la radioactivité parce qu'il était allé visiter la ville de Nagasaki qui venait d'être détruite. Mais en fait, elle a été détruite, mais elle était pleine de radioactivité et ça va le faire mourir. Euh, la population japonaise est donc terrorisée et l'empereur japonais, donc on va le voir dans la question 4, va devoir capituler. Donc justement, dans la question 4, euh, dans la question 4, Hirohito annonce la capitulation. Il l'annonce à la radio le 15 août, mais cette capitulation ne sera officielle que le 2 septembre 1915, hein. Elle sera signée à bord d'un navire de guerre américain qui s'appelle le Missouri. Et donc, il justifie la capitulation par le fait que malgré la bravoure de son armée, de ses soldats et du peuple japonais, il parle de la vaillante conduite des forces navales et militaires, malgré le dévouement de notre peuple de 100 millions de sujets,
La situation militaire n'a pas évolué à l'avantage du Japon et les tendances générales du monde se sont retournées contre ses intérêts. Donc ça, c'est ce qu'il dit textuellement, que je cite, qui vient du document 6. Il ajoute surtout que l'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d'une extrême cruauté dont la capacité de destruction est incalculable et qui a coûté la vie à de nombreuses victimes innocentes. Il fait donc ici directement allusion, évidemment, à l'utilisation de ces nouvelles armes atomiques sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki et de leurs conséquences matérielles et humaines, évidemment. Il est conscient notamment de l'inutilité et des risques de continuer le combat dorénavant, car, il le dit, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine. Donc la capitulation, je vous l'ai dit, est signée en baie de Tokyo sur le cuirassé américain l'USS Missouri. C'est donc la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, le 2 septembre 1945. Donc entre le moment où l'empereur s'adresse à sa nation et la capitulation officielle, il se passe un peu plus de 2 semaines. Donc, suite à cette capitulation, pour organiser l'après-guerre et définir leurs zones d'influence respectives, les dirigeants des trois grandes puissances vont se réunir après Téhéran lors de plusieurs conférences, et notamment à Yalta en Crimée en février 1945, à Potsdam en Allemagne en juillet 1945, mais ça on y reviendra quand on parlera de la guerre froide.